nouvelle organisation territoriale efficiente, fluide, lisible et coordonnée pour une offre de santé de qualité et graduée. Rien que cela, c'est tout un programme, on a 45 minutes. Donc les professionnels et acteurs de santé, les institutions, les régulateurs et les collectivités territoriales sont appelés à construire une organisation territoriale efficiente, fluide, lisible et coordonnée. Les ARS, les départements, les régions et surtout bien sûr les professionnels de santé libéraux avec les CPTS, les professionnels hospitaliers publics et privés, en particulier avec les GHT, doivent trouver de nouvelles manières de travailler ensemble. La crise sanitaire a montré que c'était possible, certes dans des conditions d'urgence très particulières, comme l'ont montré les nombreuses initiatives sur le terrain au cours des 18 mois. Donc la question, c'est comment pérenniser tout ça. On va en débattre avec Cédric Arcos, qui est le DGA en charge en particulier de la santé à la région Île-de-France, Benoît Elbod, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui est médecin aussi, si je ne m'abuse. Agnès Firmin-Lebaudot, qui est députée, qui a rédigé un rapport avec Jean-Carl Grelier, voilà, j'y arrive, un rapport de la MEX sur les ARS 10 ans après, renouer avec la proximité. Agnès Firmin-Lebaudot, qui est aussi pharmacien en officine, donc avec 2 casquettes, à la fois député, enfin 3, et à la fois de rapporteur, d'un rapport qui a été assez bien accueilli par tout le monde, parce qu'il est assez modéré, mais en fait, il dit des choses très, très, très fermes aussi, qui est donc pharmacien en officine au Havre, et Magali Léo, qui est de l'association Rénalou. Voilà. Donc là, vous l'avez compris, c'est un peu les institutionnels avec un patient, une patiente qui sont là. C'est territoire de santé, il faut qu'il y ait des soins de proximité, facilement d'accès, de qualité, gradués, etc. Alors ça se bagarre un peu entre les ARS, les départements, etc. Donc aujourd'hui, avec les enseignements de la crise, après la création des ARS, organisés. Je vous propose donc de faire un premier tour de table rapide pour bien voir les enjeux précis du diagnostic et ensuite nous abordons les solutions. Agnès Firmin, le Baudot, votre rapport, vous dites que face au gigantisme des ARS, il manque un échelon. Enfin, il y a beaucoup de choses dans votre rapport, mais vous parlez surtout du gigantisme des ARS. Il manque un échelon au niveau du département. Vous insistez aussi sur la légitimité des ARS qui doit être renforcée par une réforme de leur organisation et de leur gouvernance. Donc, en premier temps, quelles sont les grandes conclusions de votre rapport qui permettraient de mieux organiser la santé sur les territoires ? Bonjour, merci de cette invitation et merci de pouvoir, encore une fois, expliquer quel était le sens de ce rapport qui, pour certains, a été mal accueilli parce que certains prônaient très clairement la suppression simple et direct des ARS. Ce que nous avons mis comme postulat de base, nous ne proposons pas la suppression des ARS, très clairement. C'était le postulat que nous avons partagé avec notre collègue. Cette mission d'évaluation... Et pourquoi vous ne vouliez pas d'entrée de jeu supprimer les ARS ? Parce que d'abord, c'est une solution de facilité, proposer la suppression des ARS, et puis d'ailleurs, on fait quoi ? Franchement, oui. Franchement, voilà, on peut dire ce qui ne marche pas, on le supprime. Mais on remplace par quoi ? Donc cette mission d'évaluation, elle avait été demandée avant la crise sanitaire. Crise sanitaire faisant, on a attendu un petit peu. Et je crois que c'était intéressant qu'on attende justement cette crise sanitaire qui a mis en lumière les ARS. Le grand public sait, pas tout le monde, mais sait en partie, ou a découvert ce mot d'ARS. Parce que très clairement, dès le début de la crise, ce sont les ARS qui ont été mis sur le devant de la scène. Pour certains, elles faisaient tout mal. Pour d'autres, elles ne faisaient pas assez. Et pour d'autres, elles faisaient mieux que les départements. Je mets à peu près volontairement ces axes-là. L'enjeu qui a été le nôtre, c'est d'abord d'auditionner tous les acteurs. Ce que nous avons fait, nous avons auditionné tous les directeurs d'ARS. Je dis bien tous, sans en oublier aucun. Ce qui d'abord nous a permis de comprendre et de voir et de constater qu'en France, aucune ARS n'a un fonctionnement identique, n'a un schéma d'organisation identique. Aucune. Ce qui peut parfois expliquer
ce sentiment de différence territoriale. Et pourtant, c'est le bras armé de l'État, des pouvoirs publics. Alors, il n'y a pas une règle et pourtant, c'est le bras armé de l'État. Et donc, une des propositions, c'est peut-être au moins de faire un schéma dans ce qui concerne le haut du chapeau, j'allais dire, identique, un schéma d'organisation, ce qui permettrait peut-être d'avoir moins ce sentiment d'inégalité territoriale. Et après, en fonction des spécificités territoriales, parce que je pense que pour que la politique de santé soit efficiente, elle doit aussi prendre en compte les différences de territoire. Les problématiques ne sont pas les mêmes en Corse qu'à Mayotte ou qu'en Seine-Maritime. Il y a forcément un socle de problématiques identiques, mais il y a aussi forcément des différences territoriales. Et donc cet échelon intermédiaire, il serait à la main, bien sûr, du socle chapeau. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les ARS, on peut dire ce qu'on veut. Je crois qu'on peut dire heureusement qu'elles ont été là pour gérer la crise. Aussi. On peut aussi le faire comme ça, au début. Après, très clairement, là où on met le doigt, on peut mettre le doigt là où ça fait mal, c'est que très vite, on s'est aperçu que l'éloignement de la grosse machine technocratique que sont devenues les ARS à la lueur de la création des grosses régions font que les maires, les élus de territoire se sont sentis éloignés et pas suffisamment informés. Et donc cet échelon départemental, il est absolument nécessaire de le renforcer. Et d'ailleurs, nous avons parfois des délégués territoriaux, nous avons parfois des directeurs. Le nom n'est pas le même dans toutes les ARS. Plus ou moins autonome, si j'ai bien compris. Et plus ou moins autonome. Donc ce lien de proximité, j'allais dire, ce sentiment de pouvoir partager quelque chose d'efficient ne peut se faire que si ce pôle départemental est renforcé. Et puis le deuxième point sur lequel nous avons insisté, c'est que il ne peut pas y avoir en France un préfet qui va comme ça et un directeur d'ARS qui va comme ça. C'est pas possible. Il y a un moment, il faut se parler et il faut travailler ensemble. Et très clairement, cette crise sanitaire, elle a mis ça... Vous voulez dire que les préfets de région et les directeurs d'ARS ne se parlent pas assez? Suffisamment. On ne peut pas avoir deux bras armés de l'État qui vont de façon parallèle. Un préfet de région, il parle très souvent avec le recteur d'académie. Je pense qu'avant la crise sanitaire, il ne parlait pas assez souvent avec le directeur d'ARS. Et on a bien vu que ces réunions institutionnalisées par les préfets, avec les directeurs d'ARS, avec les recteurs d'académie et avec les élus de territoire, c'était quelque chose qui était profitable pour la gestion de la crise, profitable pour nos concitoyens, profitable pour tout le monde. Et donc nous avons proposé aussi d'institutionnaliser cette espèce de voilà, c'est pas une réunion en plus pour créer des réunions en plus, mais c'est bien quelque chose de nécessaire au profit d'un fonctionnement et d'une transversalité qui est nécessaire. La santé ne peut pas se traiter sans parfois une coordination préfectorale et vice-versa d'ailleurs. Et alors, sur notre sujet, plus précisément sur territoire et santé, dans votre rapport, est-ce que vous pensez que l'ARS, on va détailler tout ça, mais que l'ARS est vraiment un régulateur, un opérateur qui peut vraiment organiser, ou c'est trop gros, ou sur les territoires, sur les bassins de vie, parce qu'on a l'ARS qui représente une région énorme, et puis la santé dans les territoires, c'est bassin de vie par bassin de vie. L'ARS, elle doit être le moteur et l'organisateur de tout ça. Elle doit donner l'impulsion. C'est un des bras armés de l'État. Elle doit donner l'impulsion, mais en coordination, en collaboration, en co-construction avec les bassins de vie, qui parfois, on le voit bien, c'est plus facile de travailler avec parfois un tout petit hôpital qui est de l'autre côté du département, parce que ça correspond à un bassin de vie. Donc il faut qu'on réussisse à maintenir ce que collectivement nous avons été capables de faire pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire de travailler ensemble. Parce que nécessité faisait loi, on a su franchir ces barrières. Ne revenons pas à quelque chose de très techno, trop techno, ou administratif, enfin vous l'employez comme... Mais gardons cette souplesse et cette nécessité de travailler ensemble. On a bien vu que le lien ville-hôpital, c'était, j'allais dire, d'un seul coup facilité. Ça ne s'est pas fait naturellement, mais voilà, que ce lien public-privé, parfois, c'était construit parce qu'il était nécessaire, que les CPTS qui avaient du mal à se construire, j'allais dire presque
par la loi, se sont créées elles-mêmes naturellement en ville. On a bien vu que quand il fallait travailler, le médecin, le pharmacien, l'infirmière, pour prendre en charge, ça se faisait parce que c'était nécessaire. Et on l'a fait naturellement. Voilà, donc je crois que tout ça, on doit pouvoir le garder. On a bien vu quand il a fallu ouvrir les centres de vaccination, que les liens avec les maires, les présidents de communautés de communes, les médecins de ville, les pharmaciens, les infirmières, comment on organisait tout ça dans certains territoires. Ce sont des CPTS qui gèrent les centres de vaccination. Donc tout ça est devenu un peu plus agile. Je crois qu'il faudra garder voilà, ce qui a été bien. Toute la question, c'est comment garder tout ça. Voilà. C'est vraiment l'enjeu. Benoît Elbod, vous dites souvent la vie pendant la crise et la vie après la crise. Vous avez un exemple familier, vous nous le direz peut-être, mais la vie pendant la crise et la vie après la crise, ça n'a rien à voir parce que les motivations sont différentes. Donc, au niveau de l'ARS, cette organisation sur les territoires des soins et de la santé et de la prévention, quels sont les leviers pour que franchement ça marche mieux? Alors, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité dans ce débat que je trouve très riche. Alors, c'est vrai que la crise a exacerbé, la crise n'a pas créé de nouveaux problèmes. Elle a exacerbé des problèmes qu'on connaissait depuis longtemps, mais qui ont été mis en évidence dans la crise, le manque de coordination, le manque de prévention, le manque de territorialité. Donc tout ça, on le savait avant, hein. Personne n'a rien découvert. Par contre, pendant une crise, évidemment, eh bien, ça se met en exergue. Alors, la crise, évidemment, c'est pas pareil pendant la crise et après la crise. Et d'ailleurs, revenons sur ce que c'est une crise. Souvent, j'entends, vous n'étiez pas prêt pour cette crise. Ben oui, sinon il n'y aurait pas eu de crise. Le principe d'une crise, c'est quoi? C'est quand il arrive quelque chose pour lequel on n'était pas prêt. Il y a tout un tas de choses qui arrivent dans nos régions qu'on gère, vous en entendez jamais parler. Jamais. Et il y a parce qu'il n'y a pas de crise, parce qu'on le gère. Est-ce qu'on était prêt à une pandémie mondiale? Non. Alors, dans on n'est pas prêt, on n'était pas prêt derrière à la gérer. On n'était pas prêt à la gérer d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue quantitatif. Les ARS, en effet, n'étaient pas prêts à devenir des livreurs de masques. Ce qu'elles ont fait. On a loué des camionnettes, on a rempli de masques, on a loué des masques. Les ARS ne sont pas un offreur de soins. Elles ont organisé des centres de vaccination avec le concours des acteurs. Donc, d'un point de vue qualitatif, on manquait de compétences. Moi, par exemple, dans mon ARS, j'ai embauché des logisticiens. Quand il faut gérer des milliers de doses de vaccins à répartir dans des centaines de centres de vaccination, avec des laboratoires qui changent un peu dans leur quantité de livraison, plutôt à la baisse. Donc tout ça, c'est très compliqué. On n'avait pas ces compétences. Et puis, quantitativement, si je vous avais dit, écoutez, la crise, on a bien su la gérer parce que ça tombe bien, dans les ARS, il y avait une centaine d'agents qui attendaient à rien faire, qu'il y ait un surcroît de travail qui arrive pour pouvoir gérer la crise. Vous auriez dit, mais que de dépenses inutiles pendant tout ce temps-là. Donc, oui, mais dans les hôpitaux, il y a les plans blancs, par exemple. Exactement. Donc, c'est pour ça. C'est une anticipation d'une crise. Non, c'est pas une anticipation. Les hôpitaux, les ARS ont eu exactement le même réflexe que nous et les mêmes problèmes que nous. C'est-à-dire que dans un hôpital ou dans une ARS, il y a un certain nombre d'activités qui sont déprogrammables. C'est-à-dire que nous, il y a un certain nombre de choses qu'on peut arrêter. Une fois qu'on a arrêté pour libérer des ressources qui s'occupent de la crise, une fois que ces capacités de déprogrammation sont saturées, et c'est le même cas pour les hôpitaux et pour les ARS, eh bien là, arrive la crise, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire face. C'est la crise dans les hôpitaux qu'on a connue aussi avec le Covid, parce qu'à un moment, même en déprogrammant les opérations non urgentes, il n'y avait plus assez de personnel, sans tomber ceux qui tombaient malades. Enfin, on a eu exactement le même problème. La deuxième chose, et vous l'avez cité, dans la crise et après-crise, la crise est une situation particulière où les acteurs et où il se passe des choses extraordinaires qui ne se passent pas en dehors d'une crise. En effet, dans la préparation, j'avais cité cet exemple parce que c'est vrai qu'on nous a renvoyé dans les arguments de suppression des ARS se dire « mais attendez, regardez pendant la crise, finalement, tous les acteurs, la ville, l'hôpital, le public, le privé, ils sont organisés très bien et finalement, ils n'ont pas eu besoin de l'ARS. » Est-ce que finalement, les ARS, ce n'est pas quelque chose qui perturbe cette relation? Est-ce qu'on ne peut pas laisser les acteurs se débrouiller tout seuls? Ils ont démontré qu'ils étaient capables. Bonne question. Et là, je raconte donc cette petite histoire. Ouais. Je sais que vous voulez que je la raconte parce qu'on l'a racontée, je vais vous la raconter. Je fais la comparaison dans un foyer, dans une famille avec
une mère de famille qui est à la maison avec ses 2 adolescents. Alors on m'a dit qu'il fallait que je modernise le truc. Alors on va dire un père de famille au foyer qui est C'est mieux, oui. qui est à la maison avec ses 2 adolescents. Les 2 adolescents sont en train de regarder la télé. Je modernise, ils sont sur leur téléphone portable, sur TikTok, à regarder les réseaux sociaux. Le père de famille dit à ses 2 adolescents il faudrait qu'il y en ait un qui vienne vider le lave-vaisselle. Le premier dit non, mais vas-y toi, moi je suis occupé. Non, mais vas-y toi, je l'ai fait hier. Non, mais toi, situation qu'on connaît tous. À la fin, le père est obligé d'utiliser l'autorité parentale et de dire un tel, tu viens vider le lave-vaisselle et toi tu le feras demain. Même situation, on est toujours dans ce foyer. Le père est à l'étage, il descend les escaliers, il tombe des escaliers. Il se fait mal, il tombe des escaliers, il est à terre, il crie. Les 2 adolescents se précipitent, se coordonnent parfaitement. Il y en a un qui reste avec le père, l'autre appelle les secours. Il n'y a pas besoin de donner un ordre, pas besoin d'autorité, tout se passe bien. Conclusion, on peut donc supprimer l'autorité parentale, puisqu'on a pu démontrer que les adolescents sont capables de se coordonner. En cas de crise, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire en dehors des crises. Tous ces gens qui ont travaillé ensemble, je peux vous dire, en tant qu'ARS, au quotidien, c'est pas l'entente magnifique et cordiale. Entre public et privé, entre public et public, entre ville et hôpital, entre ville et ville. On en a parlé pendant la préparation. C'est bizarre, il y avait un gros lobbying des médecins à une époque pour dire que c'était peut-être pas le rôle des pharmaciens de vacciner. Tiens, on n'a pas entendu. Et les biologistes, par rapport aux pharmaciens qui testent, on n'a pas entendu non plus. On aurait fait ça en temps normal, mais ça aurait été la révolution. La révolution. Quand il y a un sens commun, et j'y reviendrai, et c'est là-dessus qu'on doit aussi capitaliser, c'est-à-dire quand on veut que les gens se coordonnent, il faut trouver un sens, il faut trouver un intérêt commun, un intérêt supérieur. Là, c'était un ennemi commun. On peut essayer de trouver autre chose qu'un ennemi commun, mais on peut trouver un intérêt supérieur qui les fait collaborer, alors qu'aujourd'hui, dans le système, parfois, ils voient plus ce qui les divise que ce qui peut les réunir au service d'une vision un peu plus large. Non, mais vous le dites bien, les intérêts ne sont pas les mêmes et les systèmes, pour aller un peu plus loin quand même, ce que vous dites aussi, les systèmes de rémunération ne favorisent pas du tout le travail collectif. En fait, aujourd'hui... Alors après, oui, allez-y. Aujourd'hui, en fait, dans le système, vous avez des choses qui rapprochent et dans le système, vous avez des choses qui divisent. En gros, aujourd'hui, pour bien faire son travail, qui est quand même, je pense, la volonté de chaque professionnel de santé. La valeur de chaque professionnel de santé, c'est de bien faire son travail. Pour bien faire son travail, il faut se coordonner, il faut travailler avec les autres. Parfois, pour être bien payé, ça ne va pas dans le même sens. Et ça a été dit, parce que ça prend du temps, ça a été dit par la table ronde précédente, par un médecin généraliste, parce que le paiement à l'acte... Alors, le paiement à l'acte, tout dépend... là aussi, c'est un débat sans fin, parce que quand des médecins disent « nous n'avons pas le temps de ou on n'est pas assez payé pour oui, mais comment dire, ça veut dire que si vous le faisiez, vous pourriez le faire, mais vous seriez moins payé. Mais est-ce que votre niveau de rémunération est le bon ou pas ? Et là aussi, les syndicats de médecins libéraux ont des responsabilités. Comment se fait-il qu'un médecin généraliste est payé en moyenne 5 à 6 000 euros par mois, alors qu'un radiothérapeute, secteur 1, tout payé par l'assurance maladie, est à 20 30 000 par mois ? Comment ça se fait-il ? À l'hôpital, c'est pareil, attention. Hein. Comment se fait-il, oui. À l'hôpital, quand vous êtes une spécialité avec des gardes et astreintes, vous avez des niveaux de rémunération qui sont très importants, ou quand vous avez la possibilité d'avoir un secteur libéral, parce que vous pouvez attirer sur votre nom, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de rémunération que quand vous êtes praticien hospitalier de santé publique à faire du DIM. Ce n'est pas du tout pareil. Donc aujourd'hui, il y a des différences de rémunération qui sont historiques. Et en plus, ce n'est pas votre domaine, ça, parce que c'est le cas de la convention entre les médecins libéraux, pour les libéraux, et l'assurance maladie. C'est pas mon domaine, mais si vous voulez... Et puis l'hôpital, c'est l'État. Donc là, vous êtes un observateur sans moyen. Sauf que, là où je veux revenir, parce que c'était un peu ce que j'ai regretté à la table ronde précédente, c'est que on peut tous, autant qu'on est, lister tout ce qui existe et qui pose problème. Alors qu'en fait... Quand on regarde tout ce qu'on est potentiellement capable de faire aujourd'hui avec les outils qu'on a, eh bien, on peut faire beaucoup mieux. La preuve, le Covid. Franchement... Vous venez de nous dire que c'était une période de crise. Oui, mais ça nous montre qu'on est capable.
Ça nous montre qu'on est capable. Et pour le Covid, les textes de loi qui sont sortis sont surtout des textes de loi qui ont géré le confinement, etc., mais sur l'organisation du système de soins. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques années, on me sensibilise sur un sujet, le cancer du col. Il y a des pays qui ont éradiqué le cancer du col avec une vaccination systématique d'une tranche d'âge, vaccination anti-HPV. Et puis je dis, voilà un truc simple. On me dit, mais non, mais tu te rends pas compte. Il faudrait, mais un truc impossible, hein, il faudrait une campagne de vaccination nationale sur toute une tranche d'âge, en informant la population et en faisant adhérer. C'est impossible. C'est impossible de faire ça. Jamais ce sera possible. On a su le faire. Sans changer un texte de loi, on a pu le faire. Donc aujourd'hui, moi je préfère. C'est vrai qu'on peut se dire. On l'a pu le faire, mais ça marche pas. Il y a des freins dans le système. La vaccination à HPV, ça marche pas. Mais je vais vous dire que c'est un des objectifs que j'ai fixé à l'Agence régionale de santé pour 2022. On va surfer sur le vent de la vaccination et l'année prochaine, on va mettre les moyens et on est capable de le faire. On a des financements souvent, et c'est ça que je veux dire. On peut lister tout ce qui marche pas. En fait, la principale chose qui ne marche pas. Et je vous livre peut-être ma conclusion de tout à l'heure, c'est qu'on manque de volonté. Quand on veut, on peut. Ça ne veut pas dire grand-chose. Si, ça veut dire grand-chose. Quand on dit on veut une volonté politique, on so what? Mais c'est parce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple parce qu'il faut aller dans le concret. On va parler des projets locaux de santé. Mais par exemple, on dit, il faut que les acteurs se coordonnent ensemble. Par exemple, c'est l'exemple aussi que j'avais cité, un des problèmes de la crise, chacun avait un plan blanc. Enfin, les hôpitaux avaient un plan blanc. Par contre, il n'y avait pas de plan blanc territorial. Donc, tout le monde avait prévu de réagir en cas de crise, sauf la ville. Il n'y avait pas de plan blanc en ville. Et puis chaque établissement n'avait pas un plan blanc global. Donc on se dit, demain, peut-être qu'il faut qu'on construise un plan blanc territorial. C'est-à-dire que dans chaque territoire, les acteurs puissent se préparer à se dire comment on se coordonne ensemble, ville, hôpital, public, privé. Aujourd'hui, on peut le faire. Ça fait plus de 5 ans qu'il existe un dispositif qui s'appelle le projet territorial de santé. Que personne connaît, que personne n'utilise, ou presque. Je suis allé voir sur votre site internet de l'agence, il n'y a pas grand-chose. Mais non, mais attendez, dans cette crise, je ne dis pas que les agences ont tout fait bien, et je pense que l'évaluation a montré qu'il faut qu'on commence par une réflexion, par de la modestie, et se remettre en cause sur les choses qu'on n'a pas assez fait. Et les agences en premier. On n'a pas assez fait, on n'a pas été assez proche du terrain, on n'a pas assez travaillé dans le passé avec les élus. Alors après, on va arriver aux propositions. Et la question, c'est de dire, pour le faire, il suffit de le vouloir. Autre exemple très concret, on s'est rendu compte pendant la crise que dans les organisations des ARS, qui, vous l'avez dit, ne sont pas homogènes, en gros, vous avez quand même, il y a certaines choses homogènes, vous avez en gros des directions de santé publique et des directions d'offre de soins. La cellule qui s'occupait de la défense sanitaire et de la préparation à la crise, elle était du côté santé publique, parce qu'on dit c'est de la santé publique. Sauf que toutes les réponses aux crises sanitaires, Ebola, canicule, Covid, c'est quoi? C'est de la mobilisation de l'offre de soins. Donc quand la crise éclate, j'ai une direction de l'offre de soins qui maîtrise les médecins généralistes, les ambulances, les réa, les urgences, et à côté une direction de la santé publique qui arrive avec les cellules de crise et qui arrive en disant on va faire des actions de prévention collective quand les hôpitaux sont saturés par le Covid. Non. Donc première chose, volontariste, qu'est-ce qu'on fait? La cellule de défense sanitaire, elle est intégrée dans la direction de l'offre de soins à partir du mois de novembre. Et à partir de maintenant, donc vous voyez, on peut, parce qu'on le veut, il n'y a pas besoin de changer, il n'y a pas besoin de faire des cadrages nationaux, du volontarisme, et on arrive déjà à avancer sur certaines choses. Vous vouliez rajouter un mot? C'est déjà loin, parce qu'il est très bavard, notre ami, oui. Mais sur HPV, je voulais rebondir, parce que c'est pas si simple que ça. Non. Je dois dire, le nombre d'amendements déposés pendant le PLFSS, boulé, excusez-moi l'expression, parce que c'était pas le moment, parce qu'il fallait pas en parler, parce que c'était compliqué. Non, très clairement, ça ne marche que là, pour le coup, sur la volonté des territoires de faire. Et c'est quand même dommage sur un sujet de santé publique que ce soit uniquement sur la base des volontés des territoires. Donc on crée une inégalité. La bonne volonté, vous voulez dire? Oui, on crée une inégalité en France sur l'accès à la vaccination HPV. Et je sais qu'en Seine-Maritime, ça marche très bien parce que la Ligue nationale contre le cancer a décidé que c'était une priorité. Mais c'est pas partout pareil en France. Et ça, c'est pas normal. Cédric Arcos, vous connaissez particulièrement bien la santé. Vous étiez LFHF avant, maintenant vous êtes directeur général à l'Île-de-France. Alors, on ne va pas parler de la gouvernance, enfin, tout le moins, on va en parler très, très rapidement, entre les ARS, la région, mais quel peut être le rôle des régions, puis des collectivités territoriales en particulier. Vous n'avez pas parlé au nom des départements, bien sûr. Mais donc, juste en un mot, est-ce que votre président souhaiterait être président de l'ARS Île-de-France? Au niveau
la gouvernance, comment vous voyez ça en 2 mots, puis après, concrètement, sur le terrain, comment mieux organiser les soins? Merci beaucoup Philippe pour cette invitation. Thomas Elbod, écoutez votre collègue. C'est Benoît Elbod. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors moi je m'exprimerai évidemment plutôt à titre évidemment personnel et puis du monde de la santé, d'acteurs en tout cas passionnés par le monde de la santé. Je crois que les échanges qu'on a eus précédemment ils sont très révélateurs et il me semble que les semaines et les mois passant, les réactions un peu à chaud, épidermiques, parfois j'allais dire un peu décalées par rapport à la réalité, sont en train de laisser place à des analyses un petit peu plus en profondeur et on voit, je crois réellement, l'ampleur du travail qui a été conduit en France par les différents acteurs. Alors effectivement, moi je trouve que les ARS, elles ont réalisé un travail absolument incroyable pendant cette crise. Elles ont été très fortement secouées au début de la crise et puis ensuite effectivement tout le monde s'est aperçu. Alors tout n'a pas bien marché, mais qui peut dire sérieusement qu'il a tout bien fait? D'ailleurs, quel pays au monde peut dire qu'il a tout bien fait, tout bien réussi? On nous a présenté à un moment l'Angleterre, l'Israël, on a toujours été à la recherche des meilleurs que nous, et puis finalement on s'aperçoit que toute cette pandémie, hein, c'est un peu banal ce que je dis en introduction, mais elle invite à beaucoup d'humilité. Je trouve que, donc, après avoir vraiment et sincèrement rendu hommage au travail des agences régionales de santé, aux différents acteurs, évidemment aux offreurs de soins, aux hospitaliers, au public et privé, qu'est-ce qui restera de cette crise? Je crois qu'il y a un point, en tout cas, il y a beaucoup de points, on n'a pas fini d'en parler des leçons de cette crise, mais sur la notion de territoire et santé, je crois qu'est apparu un point absolument fondamental, c'est évidemment d'abord le rôle de la santé publique. On en a parlé longuement auparavant et de manière, je trouvais, extrêmement intéressante. Et le rôle des déterminants de santé, je dirais finalement autrement, on a peut-être réalisé parfois un peu tard dans notre système de santé que tout ne relevait pas du soin et de la prise en charge, mais que notre système de santé avait besoin d'une vision beaucoup plus globale. Je prends un exemple. Moi, j'ai été très frappé dans le cadre de mes fonctions par la surmortalité en Seine-Saint-Denis. Plus de 80% de surmortalité au moment de la première vague. Alors évidemment, on s'est tous interrogés avec l'Agence régionale de santé, un observatoire régional de santé, avec les différents acteurs. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait un problème d'accès aux soins? C'est toujours un peu le réflexe. Est-ce que les gens étaient moins bien pris en charge? Est-ce qu'il y avait un problème d'insuffisance de lits, ce qui est le cas dans ce département? Très vite, cette hypothèse elle a été écartée. On a vu effectivement que tout le monde était pris en charge dans les mêmes conditions, dans les mêmes chances, j'allais dire, et qu'en revanche, l'essentiel était ailleurs, et que l'essentiel, il était dans le logement dégradé, dans la surexposition d'un certain nombre de travailleurs clés. On s'est aperçu qu'il y a une problématique de prévention, d'état de santé général, et que tout ceci, finalement, nous invitait dans nos politiques de soins à beaucoup d'humilité. Et j'en viens au point, moi, que j'aimerais mettre en avant. Ce qu'on a, je crois, vraiment découvert pendant cette crise, c'est que quand les territoires de différents échelons et les autorités de santé et les offreurs de soins agissaient ensemble, on était capable vraiment de franchir des murs qu'on pensait absolument inatteignables, infranchissables, hors de notre portée. L'exemple qui n'est vraiment qu'un exemple, pas un modèle, en Île-de-France, du travail qu'on a réussi à faire vraiment en très bonne entente avec les départements, avec les différentes collectivités, toutes tendances confondues, avec l'Agence régionale de santé, et on a essayé effectivement, chacun dans sa sphère de compétences, d'aller plus loin, qui pendant l'époque du premier confinement, on a développé, nous, des lignes de bus dédiées pour les personnels de soignants, parce que ça, c'est notre compétence. On a essayé de mettre en place des actions un peu d'aller vers, en lien avec les autorités de santé. Tout ça pour dire que je crois que cette crise, elle a mis en avant un concept, moi, qui me paraît vraiment intéressant, qui est celui d'une responsabilité partagée. Cette responsabilité partagée, c'est-à-dire, peut-être, c'est aussi un changement assez profond dans notre système de santé, c'est de considérer que la santé, elle n'est pas que l'affaire de l'État. Elle est, je pense, fondamentalement une affaire régalienne, et on a parlé des questions de vaccination, des questions de prévention, etc., qui nécessitent et qui ont besoin d'une vision nationale, d'une stratégie, le plan cancer, Alzheimer, etc. Enfin, je pourrais multiplier les exemples, mais aussi, dans beaucoup d'endroits, on a besoin d'une approche territoriale, on a besoin de penser l'architecture, l'organisation de nos villes, de nos transports, la façon dont on conçoit effectivement une politique de prévention dans les écoles, les questions de numérique, de lutte contre les déserts médicaux. On voit bien que tout ça dépasse la seule offre de soins purement et simplement. Je m'arrête une seconde sur cette question des déserts médicaux.
Vaste sujet qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui. Mais un point, on voit bien aujourd'hui que la question, elle n'est pas tant dans la rémunération des professionnels de santé. Presque contre-intuitivement, c'est dans un désert médical que leur rémunération peut être la plus élevée, par définition, mais qu'elle relève d'autres facteurs. Elle relève de l'emploi du conjoint, elle relève des questions de garde d'enfants, tout simplement d'une envie de vivre. Bref, de leviers qui peuvent être à la main des territoires. Et donc, je pense que demain, dans notre système de santé, ce qu'il faut absolument garder, et la voie qu'il faut trouver, alors qui n'est pas simple, plutôt qu'une opposition un peu, je trouve, stérile entre les ARS, les préfets, les régions. Moi, je n'ai pas observé réellement d'opposition, j'ai vraiment observé de la complémentarité. Alors, il y a toujours des jeux de posture, on est en France, et c'est... Surtout chez les sénateurs, qui avaient fait une commission d'enquête. En tout cas, les députés ont été plus responsables. Alors, les sénateurs, ils sont déchaînés contre les ARS. Vous me permettrez de ne pas commenter cette phrase. Je passe également rapidement sur ce sujet, mais plutôt que d'opposer, je crois que maintenant, le moment est venu de trouver comment on associe, comment on met ensemble, là aussi. Comment on met en œuvre cette responsabilité partagée. Je dirais que finalement, et c'est en ça effectivement que la question des ARS, elle est pour moi aussi fondamentale. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, j'observe qu'il y a beaucoup de choses qui ont été permises parce que des relations personnelles ont pu être nouées. Et ça, c'est évidemment fondamental. Mais je trouve que dans une réflexion institutionnelle qui peut être la nôtre aujourd'hui, elle est un peu fragile. C'est qu'on ne peut pas tout parier sur la bonne entente et bonne intelligence des facteurs, même si c'est un point fondamental. Si les acteurs n'ont pas décidé de s'entendre, on n'ira pas très loin. Mais pour autant, c'est comment est-ce qu'on institutionnalise, comment est-ce qu'on écrit ça, comment est-ce qu'on confie effectivement aux régions, aux départements, aux intercos, aux villes, une responsabilité en santé. Alors, moi, j'ai une proposition assez concrète à faire. Je crois qu'on a des discussions sur un projet de loi 3DS, 4D, 3DS, décentralisation, sur décentralisation, responsabilisation, différenciation, etc., déconcentration. Je crois que l'un des points, c'est vraiment de reconnaître une responsabilité en santé, avec tout ce que ça implique. C'est pas simplement de dire il n'y a qu'à Faucon, mais qu'est-ce que je mets moi dans la corbeille, combien je suis prêt à payer, à mobiliser, sous l'égide de l'ARS, pour que face à des objectifs et des déterminants de santé, chacun voit ce qu'il peut contribuer. Parce qu'on le voit bien, pardon d'être peut-être une évidence, mais beaucoup de choses, le professeur Chauvin disait précédemment, en santé publique, sont parfois des évidences qu'on oublie un peu trop vite. Eh bien, on voit bien la manière dont on conçoit nos villes, nos transports, les politiques de prévention, les politiques d'environnement, ça doit être etc. coordonné par l'ARS, vous dites. Je pense en tout cas qu'il y a besoin d'un dialogue. On a aujourd'hui une organisation de santé. Je sais qu'en France, on adore se disputer sur les organigrammes pour faire défaire les institutions. On a déjà mis plus de 10 ans à créer. Que l'ARS responsabilise chacun, c'est ce que vous dites. Je pense en tout cas qu'il y a besoin d'un coordonnateur sur le territoire, au plus près du territoire, de se mettre d'accord non pas sur 50 000 objectifs de santé, mais sur quelques déterminants de santé, et de voir ce que chacun peut contribuer. Là, on est dans la prévention, et ça marche aussi pour l'organisation des soins. On est dans la prévention, mais on est dans l'organisation des soins. Je disais, aujourd'hui, on a un défi majeur de l'attractivité et de la fidélisation des personnels de santé. Là-dessus, on voit bien qu'il y a un sujet transport, il y a un sujet sécurité en fonction des zones, il y a un sujet rémunération, il y a un sujet logement qui est majeur. En tout cas, moi, dans la région dans laquelle je travaille. Vous pensiez qu'on allait vous retirer des responsabilités, on vous donne encore plus de travail. Cédric, on va revenir après sur la conclusion générale. Il faut qu'on avance. Agnès Firmin-Lebaudot, vous voulez dire un mot? Oui, je voulais rebondir sur ce que venait de dire Cédric. Très clairement, moi, je reviens à la députée de la Nation que je suis, dit que la santé, c'est quand même le pouvoir régalien, et l'ARS est le garant de cette égalité d'accès. On voit bien que les territoires sont différents les uns les autres, mais là où je rejoins complètement Cédric, c'est que ce que nous avons essayé de dire aussi, c'est que l'ARS manquait j'allais dire presque de manager de projet. Et ce que dit Cédric très clairement, c'est que on ne peut pas faire à la place d'eux ou contre, il faut faire ensemble avec, et que chaque collectivité locale a une compétence qui intervient forcément dans ce qu'est la politique d'offre de soins dans sa globalité, qu'elle soit de prévention, qu'elle soit de transport. Et c'est comment, et je crois que la crise a clairement montré qu'on pouvait faire. L'exemple des transports est clairement le bon exemple. Donc c'est à mon avis là où le progrès et le sentiment de pouvoir travailler ensemble collectivement dans l'intérêt de nos concitoyens, il est clairement là. Et je crois juste, sans rallonger le propos... Avec des leviers quand même pour vérifier que ça marche, quoi. Les leviers, pour moi, c'est l'évaluation, et c'est de regarder effectivement... L'évaluation ou la rémunération? Non, l'évaluation. La rémunération vient toujours effectivement à un moment dans le débat, mais déjà l'évaluation. Je veux juste préciser, je pense que vraiment demain, l'un des chantiers, l'un des acquis de cette crise, c'est de considérer les collectivités, je vais même plus loin, les entreprises aussi, comme des vrais partenaires de santé. Il y a plein de choses qui se sont faites dans les entreprises, c'est pas le thème de notre table ronde, dans les différents partenaires d'administration, où moi j'ai été frappé, au moment du premier déconfinement, les entreprises, elles
elles étaient souvent, elles allaient beaucoup plus loin que ce qu'on avait proposé dans les différents plans de santé. Elles avaient proposé des plans de dépistage, etc., etc. Ça, c'est des acquis. Il ne faut pas rejeter tout le monde, mais plutôt comment on devient partenaire. Attendez, on va passer la parole à Magali Léo, parce qu'il ne nous reste plus que 7 minutes, et puis il faudra faire un tour de table sur conclusion. Donc dans la conclusion, vous pourrez insister sur les points précis. Magali Léo, vous, c'est un regard un peu différent, de patiente d'une part, pas de député ou d'administratif, d'institutionnel. Sur la greffe rénale, quel est votre regard ? Qu'est-ce qui vous paraît important au niveau du territoire, toujours ? Oui, tout à fait. Merci de votre invitation. Je parle ici au nom d'une association, Rénalou, qui représente des patients qui sont concernés par l'insuffisance rénale, dialysés, greffés, rénaux. Autant de patients qui payent un très très lourd tribut à cette épidémie, avec des niveaux de mortalité qui sont assez considérables, qui oscillent entre 15 et 20%, sensiblement supérieurs à la mortalité qu'on observe en EHPAD. Donc, autant vous dire que depuis 1 an et demi, chez Rénalou, on ne s'ennuie pas. Et c'est une lutte du quotidien, en fait, pour obtenir des avancées, des mesures de protection qui soient adaptées. Et je dois reconnaître que, et je ne suis absolument pas là en tant que représentante de patients pour distribuer des bons points aux uns et aux autres, mais effectivement, la crise a incité à des nombreuses adaptations qui se sont faites très très vite et dans des temps records. Effectivement, on n'osait même pas espérer il y a 2 ans qu'on puisse mettre en place des dispositifs tels qu'ils existent aujourd'hui sur les territoires, ou au niveau de l'assurance maladie également, qui a fait un remarquable travail. Donc je témoignerai plutôt en miroir par rapport aux contraintes que vous exprimez et qui sont les vôtres. En miroir, ce que vivent les patients, en tout cas les patients insuffisants rénaux, c'est la conscience qu'il existe de très très grandes inégalités de traitement qui préexistaient, puisqu'on n'a pas attendu le Covid pour observer des niveaux, par exemple, vous parliez de la greffe, des niveaux d'accès à la greffe qui sont très très différents selon le lieu où la personne est inscrite, donc qui varient de 1 an à 6 ans, en fonction encore une fois, de l'hôpital où on est inscrit, donc ce qui est déjà très grave en soi. Et effectivement, cette crise a renforcé ces inégalités. Inégalité d'accès à la greffe. Alors, vous le savez, depuis, au tout début de la crise, nous avons tous subi un grand choc, une grande sidération. La greffe rénale totalement suspendue pendant plusieurs semaines. Des centaines de greffes ont perdu, des greffes qui n'ont pas pu avoir lieu, des pertes de chance sèches pour les patients. L'activité a repris. Je voudrais citer un exemple qui nous choque chez Rénalou. On a, suite à cet événement et à l'interruption de l'activité de greffe rénale, tout de suite après, il y a eu une mobilisation collective de l'ensemble des parties prenantes pour qu'on ne vive plus jamais cela. L'Agence de la biomédecine s'est mobilisée également et a élaboré des recommandations pour inciter les équipes, les différents CHU, à coopérer entre eux pour que la greffe ne s'arrête pas. C'est-à-dire que pour les patients qui ne peuvent pas être pris en charge dans un établissement parce que saturé, parce que trop compliqué, cette personne puisse être orientée dans un autre établissement. C'est de la coopération interhospitalière, sans doute qui nécessitait aussi un peu de coopération inter-ARS, mais ces coopérations, ces feuilles de route n'ont jamais été élaborées, il n'y a jamais eu de collaboration, si bien qu'il y a effectivement des greffes à partir de donneurs vivants qui n'ont pas eu lieu, qui ont été retardés, qui ont été reportés, avec donc des pertes de chance pour les patients, faute d'avoir pu donc organiser ces coopérations interhospitalières. Ça, c'est quand même un élément. Alors, même s'il y a un contexte, il y a des contraintes qui pèsent sur chacune de ces organisations, on comprend. Mais en réalité, ce qu'on observe, et on ne l'observe pas que dans l'exemple que je cite, c'est que ces coopérations, elles se font au gré des affinités qu'ont les uns et les autres, les chefs de service entre chefs de service, les administratifs entre eux. Et donc, moi, je suis un petit peu réservée quand on parle de la bonne volonté, parce qu'effectivement, c'est la base, s'il n'y a pas de volonté, il ne se passe rien. Mais la coopération, elle ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté des uns et des autres. Et si on fait trop confiance à la bonne volonté des uns et des autres, juste les patients ils perdent des chances. Aujourd'hui, un autre exemple, puisque c'est le cœur de l'actualité, on est dans une séquence très compliquée, puisque en fait la crise, on n'en tire pas des leçons encore, on est encore dedans. On est dans une séquence importante avec des traitements qui offrent de véritables espoirs à de nombreux patients, et notamment aux patients immunodéprimés qui ne répondent pas à la vaccination. Ce sont les traitements par anticorps monoclonaux, qui
qui ont deux visées. Il y a une visée thérapeutique pour soigner des patients qui sont contaminés, ou à visée prophylactique, c'est-à-dire avant l'apparition, avant contamination. C'est une innovation très très importante pour les patients immunodéprimés, je le redis, qui pour moitié ne répondent pas à la vaccination. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? D'immenses disparités d'accès à ces traitements, avec des équipes qui se sont organisées, et je ne dis pas que c'est simple, mais pour administrer ces traitements à l'hôpital, puisque c'est une administration exclusivement à l'hôpital, et des patients qui en sont privés, et qui se heurtent à des refus de la part de leur équipe. Alors, qui de l'ARS, qui de l'hôpital, je veux dire, à la limite, c'est pas tellement mon sujet. Mon sujet, c'est d'observer qu'il y a une inégalité de traitement, vous en parliez, Madame la députée, une inégalité de traitement entre les patients, qu'il y a des paires de chances, et que là, on peut même se poser la question de la responsabilité. D'accord. Voilà. C'était important votre témoignage et de voir un peu j'allais dire la vraie vie, non pas qu'on ait parlé de pas vraie vie avant, mais montrer la difficulté des patients sur certaines circonstances. Il nous reste deux minutes. Merci beaucoup. On va faire ce tour de table donc sur le levier, ce qui permettrait d'avancer toujours pour mieux. C'est vraiment un objectif qui est très fort. Mieux organiser les soins et la prévention et la santé de manière générale sur un territoire pour que ce soit plus efficient, plus fluide, plus lisible, plus coordonné surtout, et puis surtout de qualité et gradué. On l'a dit, de qualité. Alors ça fait longtemps qu'on en parle. Bon, la crise a créé de nouvelles situations, on l'a bien vu. Qu'est-ce qui fera que... Cédric Arcos, on commence par vous. Et après, on va continuer avec Benoît Elbonne. En un mot, parce que l'heure, on n'a plus qu'une seconde. Voilà. En un mot, pour tout révolutionner, effectivement, et avoir une organisation... Le levier qui va permettre d'engager un nouveau chemin, je dirais. Non, je crois effectivement, c'est pour moi généralisation des coopérations et les enraciner, garder ces acquis de la crise, même si je vous rejoins tout à fait, Madame Léo, on est loin d'être sorti effectivement des conséquences de la crise, mais généralisons les coopérations. Quelle coopération? Coopération ville-hôpital, public-privé, des approches par statut, privilégions des approches par mission, ramenons effectivement tout le monde sur ce qu'il peut apporter au système. Ça, pour moi, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième, c'est vraiment confiance et responsabilisation. C'est-à-dire que je trouve qu'au fil des années, notre système de santé a été construit avec beaucoup de barrières, de remparts, parfois de méfiance ou de défiance. Et je crois qu'il y a vraiment maintenant l'occasion de recréer de la confiance entre les différents niveaux de responsabilité, parce que les défis, et notamment le défi des inégalités de santé, il est énorme et il est vraiment devant nous. Moi, je suis dans une région dans laquelle les écarts d'espérance de vie sont de plus de 7 ans pour le premier PIB d'Europe. Ça interroge, donc c'est qu'on est loin du compte et on s'en sortira que si il y a vraiment une coopération et aujourd'hui les outils tout faire ils existent. Pour maintenir ces coopérations. Benoît Elbonne, c'est à vous qu'on confie cette mission de identifier les coopérations nécessaires, les pérenniser, les encourager. Oui, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut qu'on coopère. On a des espaces pour ça. C'est pour ça que je parlais de volonté, parce qu'on a des commissions de coordination des politiques publiques qui existent. Encore faut-il que les gens viennent. Et encore faut-il que les ARS y mettent des sujets qui intéressent les gens pour qu'ils viennent. Donc, ça, vous le faites, vous allez le faire. Eh bien oui, la volonté de le faire, je le dis. On a la CRSA, la conférence régionale de santé et l'autonomie, où tous les élus sont représentés. Encore faut-il qu'ils viennent, encore faut-il qu'on y mette des sujets pour que les gens soient intéressés pour y venir. S'il y a une volonté partagée, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas, il restera le rôle de l'ARS de faire appliquer des réglementations et des normes et de contrôler sur le terrain. Je sais que les acteurs adorent ça et j'entends qu'il ne faut pas juste de la volonté mais aussi du contrôle et on continuera à le faire parce que c'est important. Je ne dis pas ça, évidemment on ne peut pas que se baser sur la bonne volonté des gens, vous l'avez dit, et heureusement que l'État régalien est là, vous l'avez dit aussi, pour faire appliquer des règles et des normes qui doivent s'appliquer partout. Et le dernier exemple que je voulais citer sur cette volonté, et on s'en est rendu compte pour la crise Covid, ce qu'il faut quand même le dire. Moi, je suis le premier à dire que les ARS doivent regarder aussi ce qu'elles ont peut-être pas bien fait ou pas assez bien fait. Mais Franck Chauvin l'a dit tout à l'heure, il faut aussi voir aujourd'hui l'esprit de la société qui n'était pas tourné vers la santé publique. Est-ce que moi, j'ai jamais vu d'élus qui viennent me voir en disant « Ouais, les ARS, vous faites pas de prévention anti-tabac dans ma commune, ou est-ce que vous allez vacciner les gens? C'est une honte. Dans ma cantine, ça fait des mois qu'on attend que vous veniez dire aux gens qu'il faut manger plus équilibré. » Non. Par contre, là où je vois les élus, c'est mon médecin généraliste, ou mon hôpital, et encore quand c'est le sien, parce que quand c'est celui d'à côté, il n'est pas solidaire. Donc aussi, ce qu'a permis de rendre compte cette crise,
c'est que les collectivités territoriales, locales, se saisissent du sujet santé. C'est le changement qu'évoquait Franck Chauvin en disant maintenant la santé, c'est un capital dans lequel il faut investir. Là, par exemple, pour les régions, la première région, là, c'est la région Normandie, qui a investi 200 millions d'euros sur 5 ans pour renforcer le Ségur de la santé. Alors c'est sur de l'offre de soins, mais ça montre bien, c'est la première région qui investit, et c'est cet esprit qu'on investit sur un capital. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, la santé, ça n'est pas que la santé, ça ne concerne pas que la santé. La santé, c'est notre plus précieux capital pour tous les autres domaines, et ça fait du lien avec la table ronde précédente et ce qui a été dit, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc vous êtes partant volontaire, et en Nouvelle-Aquitaine, les choses vont changer. Agnès Firmin-Le-Baudot, un mot, parce que là, il ne nous reste plus de temps. Oui, moi je suis heureux que la Normandie ait été citée. C'est aussi la région la plus vaccinée. Il n'y a peut-être pas de hasard. Il n'y a qu'une Normandie maintenant. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une ARS, et c'est pour ça que c'est un peu plus. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Moi, je voudrais quand même dire deux choses et rappeler deux choses. Rappeler quand même qu'en France, on a un système de protection sociale qui nous a permis. Enfin, je crois que c'est aussi bien de se le dire de temps en temps. Qu'on a aussi un système qui a tenu bon, avec des difficultés qu'il ne faut pas nier, elles sont réelles, qui datent depuis des années, mais avec des soignants à tous les niveaux. Et je le dis, je sais, moi, quel est aussi mon investissement personnel en tant que professionnel de santé depuis mars 2020. Et on y est encore. Donc ça, il faut aussi le redire et tirer un coup de chapeau à tous. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, très clairement, ce qu'on dit Cédric et Benoît avant moi, c'est que c'est ensemble. C'est ensemble qu'il faudra retenir. C'est pas les médecins. Mais les intérêts sont divergents. Non. Je crois que la volonté, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui a montré qu'on pouvait travailler ensemble. On peut travailler ensemble. Les CPTS je le redis parce que les CPTS qui ne fonctionnaient pas en janvier 2020, elles se sont faites naturellement en avril 2020. Donc on voit bien que ensemble, on y arrive, et on y arrive dans l'intérêt du patient. C'est ce qui nous motive tous. Et moi, je voudrais dire aussi que, certes, Madame Léo a porté la parole, j'allais dire, des patients, mais que quand je dis ensemble, c'est aussi avec les associations de patients et d'usagers qu'il faut absolument, et c'est dans les propositions que nous avons faites aussi, qu'il faut absolument mettre au cœur des décisions que nous prenons. Sinon, ça ne marche pas non plus. Merci beaucoup. Magali, vous avez tout dit. J'ai le temps Non. Je n'ai pas le temps de parler. Un mot, parce qu'on ne peut pas couper la parole à une patiente. Non. Déjà, j'ai eu quand même très trois fois moins de temps que les autres intervenants. Ce serait quand même malvenu de me couper la parole. Exactement. On a pris du retard, mais allez-y. Moi, je voudrais parler de deux choses pour conclure. Je m'étonne, et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le développer, qu'on n'ait pas parlé du tout des Antilles dans le cadre de notre table ronde, on est quand même en train de vivre une catastrophe sanitaire à peu près sans précédent aux Antilles. Avec finalement une chronique d'une catastrophe annoncée, puisque ça fait des mois que la couverture vaccinale ne décolle pas, que nous sommes tous informés. Alors là, c'est pas une question de data, on a les chiffres, on sait très bien où on en est depuis des mois. On nous a longtemps répondu que le phénomène était culturel. And so what? Donc des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, des gens qui sont traumatisés par de précédents scandales sanitaires. Donc on fait quoi? Eh bien aujourd'hui, on pallie l'urgence. Et on va vraiment à des catastrophes humaines dont il faudra tirer des leçons, comme tout le reste. Mais là, je regrette qu'on n'ait pas dit un mot de la situation aux Antilles. Et puis ma dernière remarque, elle portera justement sur les motivations des acteurs à se coordonner, à agir ensemble et à trouver du sens et un intérêt commun. En fait, moi, j'ai l'impression, et par expérience depuis quelques mois, que finalement, ce qui motive, et c'est aussi parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, mais ce qui motive les gens à se coordonner, c'est l'urgence. C'est le péril imminent, c'est la gravité de la situation, c'est une crise qui transcende tout, qui n'a plus d'orientation politique, qui concerne tout le monde, qui est mondiale en plus. Donc c'est cette crise et cette urgence qui force les acteurs à se coordonner. Et donc je pense qu'on aurait intérêt, sur des thèmes extrêmement importants comme ceux de la santé publique qui ont été évoqués tout à l'heure, finalement à maintenir un climat d'urgence et de crise sur des sujets de santé qui sont aujourd'hui cruciaux. Les citoyens s'intéressent à la santé de plus en plus. Les citoyens sont d'ailleurs
bien mieux informés qu'il y a 2 ans, sachent ce que c'est qu'une ARS, sachent ce que c'est que la HAS, savent ce que c'est que l'Agence de sécurité du médicament. Tout ça n'existait pas il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a, je pense, fait un saut culturel quand même du côté des citoyens sur ce qu'est notre système de santé, ce qu'ils doivent également à notre assurance maladie, et je vous rejoins, Madame la députée. Et donc, je pense que pour avancer, que ce soit sur les sujets de prise en charge des patients insuffisants rénaux comme des patients chroniques, ou des maladies chroniques en général, c'est de maintenir un contexte et un climat de crise sur la santé qui est en danger, et qui est en danger également du fait de sa soutenabilité. Absolument, merci. Et vous avez dit le mot climat, donc il faut faire comme pour le climat, où il y a un sentiment de crise, d'urgence. Pour la santé, c'est vrai qu'il faudrait faire sûrement la même chose. Mais alors, on va rentrer dans une société très, très dynamique, peut-être très conflictuelle. Merci beaucoup, mesdames. Merci, messieurs aussi.